Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette émission spéciale de votre web TV indépendante Le Média. Une émission préparée et présentée avec les moyens du bord, comme vous le voyez, confinement oblige. Cette émission, nous la consacrons à la guerre d'influence sanitaire qui bat son plein en pleine crise du coronavirus. Une guerre qui voit s'affronter les chercheurs et les labos, mais aussi les États et les industriels dans un contexte de ruée vers les stocks stratégiques. On a beaucoup parlé de la pénurie de masques de protection qui rend les médecins vulnérables au coronavirus. Et on parle de plus en plus du rationnement des tests de dépistage qui serait lié à des préoccupantes pénuries. Pour en parler, j'ai contacté le docteur Pierre-Adrien Bill du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Bonjour docteur, j'aimerais que vous nous expliquiez pas à pas pourquoi la France se trouve dans l'incapacité de tester massivement sa population et même les populations à risque ou potentiellement infectées par le Covid-19. Produisons-nous des tests aujourd'hui sur notre territoire? La réponse est non. Toutes les sociétés qui sont donc leaders sur le diagnostic moléculaire en France sont des sociétés étrangères. Donc, parmi les sociétés se partagent ce marché, vous avez plusieurs sociétés américaines qui sont les sociétés Becton Dickinson, qu'on connaît sous le nom de BD, ainsi que la société Cepheid, donc américaine, elle, la société Roche, qui parle pas mal d'elle en ce moment, qui est une société suisse, la société Seegene, qui est une société sud-coréenne qui est distribuée en France par Eurobio. Toutes ces sociétés se partagent plus ou moins le marché français, mais aucune de ces sociétés donc, qui proposent ces tests ne produit en France. Elles sont soumises déjà aux contraintes de leur propre pays, le passage des frontières qui est de plus en plus compliqué en ce moment, et elles doivent composer aussi avec les demandes de leurs propres gouvernements nationaux de favoriser le marché intérieur. Y a-t-il aujourd'hui une bataille mondiale pour s'approprier les kits de tests existants? Écoutez, on peut le penser, effectivement, puisque donc le test est passé à la nomenclature des actes de biologie médicale, donc qui est ce qui définit le montant de remboursement d'un examen en France, payé par la sécurité sociale, un coût de 54 euros pour l'ensemble de l'examen, ce qui peut vous paraître peut-être beaucoup, mais au regard du contexte international, ce qui paraît assez faible. De ce que j'ai cru voir au niveau international, les tests seraient plutôt au minimum à 200 $, 400 $, voire des fois 1000 $. Le test facturé à la sécurité sociale, donc, ou l'équivalent dans ces pays-là. Ce qui fait que le prix du test étant bas en France, on ne peut pas avoir accès à tout un certain nombre de fournisseurs de réactifs qui avaient développé des choses certes très intéressantes, mais qui sont inutilisables financièrement avec le prix de ce test-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous ai parlé donc du passage à la nomenclature. Cette nomenclature a été assortie d'un certain nombre de contraintes supplémentaires, donc des contraintes d'ordre réglementaire et d'ordre technique. D'ordre réglementaire, c'est ce qu'on appelle le marquage CE pour la communauté européenne. C'est un gage de qualité certifié par les autorités sanitaires européennes. Un certain nombre de tests n'avaient pas ce marquage ou même ne l'ont pas de suite, puisque c'est une procédure qui prend du temps. Le deuxième contrainte, c'était que ces kits disposent de deux cibles, donc c'est-à-dire ciblent deux gènes pour identifier formellement le coronavirus, donc responsable du Covid-19. Pareil, un certain nombre de kits disponibles n'avaient pas ces deux cibles, ce qui fait qu'avec ce passage à la nomenclature à un prix un peu réduit et les contraintes qui ont été mises en plus de l'association à la remboursement, ça a énormément restreint le spectre des fournisseurs possibles pour la France. Et donc, je vous ai résumé les sociétés qui étaient en mesure de fournir le marché français. Pour la plupart, il y a certainement d'autres fournisseurs, mais ceux-là sont les leaders du marché. Et ces sociétés, aucune d'elles n'est française. Des centres hospitaliers universitaires ou non universitaires qui avaient démarré la technique avant le passage de cette nomenclature, pour la plupart, n'avaient pas de cible. Donc, ce décret, effectivement, qui est sorti en urgence de par la Direction générale de la santé, méconnaissait un petit peu la réalité du terrain, a amené beaucoup de contraintes. Et quand on regarde effectivement au niveau européen, il y a très peu de pays qui ont imposé d'avoir deux cibles de détection. La France, c'est peut-être pas la seule, mais une des rares en tout cas.
Je pense que les pays sur les 25 ou 27 pays européens, il y en a 2 ou 3 qui ont imposé d'avoir 2 cibles. Y a-t-il des pays qui utilisent des méthodes particulières pour mettre la main sur les kits de test existants? On peut le supposer, effectivement, hein. Je vous parlais de plusieurs sociétés qui sont notamment américaines. Euh, alors, l'exemple que je peux vous donner le plus frappant, c'est la société Cepheid, qui est une société donc américaine qui commercialise des tests assez répandus en France sur leurs automates. Euh, Ils ont développé un kit qui avait certes un peu de retard par rapport aux autres puisqu'il est prêt là que depuis quelques jours. Il a été approuvé aux États-Unis par l'autorité sanitaire qui est la FDA, Food and Drug Administration, l'équivalent de notre ANSM, hein, ou du marquage CE chez nous en Europe. Euh, on a tous contacté les commerciaux, savoir quand ce serait disponible en Europe, hein, et quand serait le marquage CE. On n'a pas eu de réponse officielle. Par contre, les rumeurs font que Cepheid réservera l'intégralité de sa production de ce test-là pour le marché des États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis ont ce type de stratégie concernant des kits de test fabriqués en Europe? Sur des kits fabriqués en Europe, je pense, vous voulez faire le parallèle effectivement à ce qu'on a pu voir sur le vaccin, où il y a eu un petit échange entre Donald Trump et la chancelière américaine sur le président américain qui voulait acquérir l'exclusivité pour le territoire américain d'un vaccin. Alors, on n'a pas d'échange aussi étayé dans ce sens-là. Par contre, je peux déjà vous dire qu'effectivement, avant de faire l'analyse, il faut faire le prélèvement. Pour faire le prélèvement, il faut ce qu'on appelle des écouvillons. C'est des sortes de coton-tiges qu'on va mettre dans le nez des patients. Il y a un leader mondial de production de ces écouvillons qui s'appelle la société Copan, qui, on n'a pas de chance, est une société italienne dont l'usine était située en plein épicentre de l'épidémie en Lombardie. Cette usine était complètement à l'arrêt. On a appris, vous pouvez le voir dans la presse anglophone, qu'il restait un certain stock d'écouvillons dans cette usine. Et les écouvillons ont été… alors, le terme, c'est de rapt. Je suppose qu'il y a eu quand même un accord commercial, hein, mais c'est l'armée américaine qui est venue récupérer les derniers stocks. On parle d'1 million d'écouvillons, hein, donc de quoi faire 1 million de prélèvements qui ont été récupérés par l'armée américaine à destination forcément de l'utilisation aux USA. Donc, c'est vrai qu'on a abordé la partie sur les plateformes commerciales, les tests automatisés grande cadence. Il y a une autre partie du diagnostic qui peut se faire sur des tests, sur des plateformes de type ouverte, ce que nous on appelle dans notre jargon des PCR maison, c'est-à-dire vous achetez des briques de base, des enzymes et des acides nucléiques, et vous réalisez vous-même vos réactifs dans votre laboratoire. Alors, ça a plusieurs inconvénients, hein. Ça nécessite du personnel qui est très bien formé à la biologie moléculaire, qui n'est pas disponible partout dans tous les laboratoires. On en voit beaucoup effectivement dans les centres hospitaliers universitaires, un peu moins peut-être dans les centres hospitaliers et encore un petit peu moins dans les laboratoires de ville, hein, les laboratoires libéraux. Ces usines, pareil, la plupart ne sont pas en France. Il y a un leader mondial qui est situé en Lituanie. Je ne me souviens plus de son nom, mais pareil, on a pu voir aussi dans la presse que des accords pour une distribution largement majoritaire ont été signés pour les USA. Encore une fois, donc la France a le droit à ce qui reste, hein, pour ces briques élémentaires de fabriquer du réactif pour de la PCR maison. Et on a déjà des centres hospitaliers, des centres hospitalo-universitaires, même de très gros centres. J'ai eu des échos comme quoi le centre hospitalier universitaire de Lyon serait en pénurie de réactifs et n'est plus en mesure de réaliser donc, des diagnostics par PCR, même avec sa technique maison. Comment la Corée du Sud a pu mettre en place le dispositif pour faire autant de tests rapides? Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? La Corée du Sud, je vous disais, a un champion national qui s'appelle la société Seegin, qui est, je suppose, très développée sur son territoire intérieur, qui est très peu développée en France. La Corée du Sud a été un des premiers pays impactés après la Chine. Ils ont réagi très rapidement en mettant en place très rapidement le test diagnostic, en augmentant massivement leur cadence de production de cette société. Je crois qu'il y a eu des échos que j'ai pu entendre. Il y a eu une très très forte implication du personnel de Seegin pour monter ces cadences rapidement. Ils ont donc testé massivement
l'ensemble de leur population infectée et ils commencent à voir le bout de l'épidémie. Du coup, leurs réactifs pourraient commencer à être disponibles pour l'Europe. En gros, il y a des plateformes ouvertes qui peuvent être constituées de briques différentes et des plateformes 100% propriétaires qui nécessitent d'avoir des composants venant tous d'une même société. Les fournisseurs de plateformes ouvertes, il y en a plusieurs. Hein. Ce sont donc des automates. Une PCR se fait en deux étapes, une étape d'extraction suivie d'une étape d'amplification. Pour ça, il faut un automate, donc un extracteur et un amplificateur. Sur les plateformes ouvertes, vous pouvez prendre un extracteur d'une marque, un amplificateur d'une autre marque et vous avez simplement adapté vos propres réactifs que vous avez fait maison. Là-dessus, il n'y a pas de pénurie sur les automates ouverts d'extraction et d'amplification. La pénurie, elle est pour l'instant, donc je disais, sur les réactifs commerciaux, de par différentes stratégies de firmes ou contraintes qu'elles ont au niveau national. Elle va peut-être commencer à arriver sur je vous disais, les briques nécessaires à faire les réactifs maison sur les plateformes ouvertes. Qu'est-ce que ces pénuries, ces ratés nous disent de notre pays? Ce qu'elles disent de notre pays, que nous sommes un pays certes très fier, mais qui finalement, au niveau du diagnostic, en tout cas du diagnostic in vitro, est complètement dépendant de ses voisins, hein, européens ou internationaux, et qui fait que dans des situations de tension, comme on peut l'être en ce moment, nous sommes servis les derniers, très clairement. En Europe, on parle beaucoup de l'Allemagne, qui réalise, on le disait il n'y a pas si longtemps, 160 000 tests par semaine. Alors, ils parlent par semaine, effectivement, nous, on parle plutôt en tests par jour. Je ne sais pas s'ils parlent d'une journée de 7 jours ou une journée de 5 jours. Le fait est qu'ils étaient à 160 000 tests semaine. Ils vont passer, d'après les informations que j'ai eues, à 500 000 tests semaine. La France est à 5 à 7 000 tests jour. Et le ministre souhaiterait qu'on passe à 29 000 tests jour. C'est-à-dire, grosso modo, quadrupler notre production de tests diagnostiques de PCR par jour. C'est certes un bel objectif, mais comme j'ai pu le dire, les voitures, on les a. C'est juste que là, on est à sec d'essence et que la station-service, elle ne veut pas nous livrer. Avez-vous un message pour les autorités politiques? Le message particulier donc pour le diagnostic, hein, puisque donc je représente les biologistes médicaux au sein du syndicat des jeunes biologistes médicaux, c'est effectivement les masques, on a eu du mal à en avoir. Les biologistes médicaux n'étaient pas toujours cités parmi les catégories de professionnels de santé aptes à recevoir les masques. Or, comme l'ensemble du professionnel de soins, on est en première ligne. C'est même nous qui prélevons les patients et les professionnels de santé symptomatiques pour le diagnostic. Donc, pensez à nous pour les masques. On a enfin été entendu, mais les stocks ne sont pas pléthoriques. Le deuxième point, ce sont je vous disais, les cotons-tiges, les écouvillons qu'il faut aller chercher. Si on n'en a plus, on ne peut plus faire de prélèvement, même si on a tout le reste. Donc, on a vu que certains pays mettent en place des méthodes musclées pour récupérer ces écouvillons. Pourquoi ne pas faire de même pour aller récupérer des stocks au niveau international? Et dernier point, ce sont les réactifs. Vraiment, les leviers à lever, la France les a peut-être. Je pense que les autorités sanitaires vont devoir sortir le carnet de chèques pour aider donc les firmes à approvisionner en priorité le marché français et éventuellement aussi à aider les laboratoires à s'équiper en machines supplémentaires et en personnel pour les tests qui se requièrent le plus de compétences de personnel. Et en dernier lieu, je pense que le tarif de la nomenclature sera peut-être amené à être revu. À titre d'information, avant que ce test passe à la nomenclature des actes, c'est-à-dire au remboursement pour les patients en ville, non hospitalisés. Donc là, maintenant, il est à 54 €. Avant, il était facturé, valorisé plutôt que facturé à 135 €. Ça paraît paradoxal et même illogique de diminuer les prix d'achat alors qu'il y a une ruée sur les produits qu'on recherche. Je ne suis pas responsable politique, ils ont peut-être leurs propres raisons. Les budgets de la sécurité sociale sont assez contraints. Par contre, on a vu nos ministres et notre président dire l'État paiera, l'État a les moyens, l'État met les moyens. Écoutez, il faut qu'ils mettent les moyens aussi sur le diagnostic et sur la biologie médicale. Est-ce que selon vous, il est possible de profiter de cette crise
pour créer une grosse industrie du diagnostic en France? Écoutez, je l'appelle de mes voeux, hein. Je veux dire, on a beaucoup de bonne volonté en France. On a le savoir-faire. Il faut pas qu'on soit timide. On peut tout à fait, effectivement, créer de belles industries et de belles histoires. Dans d'autres domaines, on l'a vu. Le diagnostic in vitro, il faudrait qu'on se lance, effectivement. On peut parler, effectivement, de limites de la mondialisation. On parle beaucoup de circuits courts, notamment en alimentaire, mais pas que. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de créer un champion national du diagnostic in vitro, notamment de la biologie moléculaire, qui manque cruellement aujourd'hui. Mais comme vous le savez, Théophile, ces choses-là ne se font pas en 5 minutes. Et en période de crise, malheureusement, on ne va pas pouvoir monter un champion national comme ça en moins de 3 semaines. Votre laboratoire est en pleine zone de turbulence dans l'est de la France. Comment ça se passe au quotidien? Vous êtes à un bon poste d'observation de la gravité de la situation. Je vais vous donner des chiffres assez simples. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, moi, je suis biologiste médical en ville, au laboratoire Biorin, qui est situé donc tout autour de Mulhouse, qui est l'épicentre de l'épidémie en France, hein. Je pense que vous le voyez, l'hôpital de Mulhouse passe à peu près à toutes les infos, à toutes les JT. Euh, je teste, quand j'ai du réactif, à peu près 70 patients ou professionnels de santé symptomatiques par jour. Et là-dessus, je trouve entre 50 et 60% des gens qui sont positifs pour le Covid-19. C'est colossal. Pour vous donner un exemple, les autres laboratoires dans les autres régions sont entre 15 et 20% de positivité. Merci Pierre-Adrien. C'est sur cette interview que nous achevons cette émission particulière faite avec les moyens du bord. Dans cette période, notre mission d'information est encore plus essentielle. En tout cas, à nos yeux, elle ne peut être remplie que grâce à votre soutien. Devenez sociaux, faites-nous des dons, donnez-nous les moyens de vous raconter cette période particulière de notre histoire.